Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis donc Benoît Maubé, je suis agronome, donc je travaille pour le pôle fruitier de Bretagne, qui est une association qui sert de, pour ainsi dire, de fédération de tête de réseau au niveau régional entre les diverses structures, donc essentiellement associatives, qui travaillent autour de la conservation fruitière. Je travaille pour une association qui s'appelle Cœur Émeraude, qui crée le futur parc naturel régional dans la vallée de la Rance et la côte d'Émeraude. Et il se posait la question, et notamment cette année-là, 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'année où on a vu des photos de vignes cramées, gelées, les bougies dedans, en quantité. Bon, il y en a eu d'autres depuis, mais c'était l'année où il y a eu un très gros choc de gel au printemps, parce que grosso modo, fin mars 2021, il avait fait très très chaud avant, et tout début avril, en quelques jours, il y a eu 30 et quelques degrés selon les coins d'écart. Et bon, voilà, la vigne et pas mal d'arboriculture dans le sud de la France a bien claqué. En Bretagne, c'était plus nuancé, moins catastrophique en tout cas. Mais malgré tout, c'était une année où il y a pas mal de producteurs qui ont un peu tremblé, soit parce qu'eux ne sont pas passés loin, soit parce qu'ils ont eu des chocs un peu supérieurs à l'habitude, mais ce n'est pas du 100% de perte comme dans le sud. Même du 80, c'était plus souvent du 30. Mais c'était quand même un peu exceptionnel, et surtout, ils échangeaient avec leurs voisins des régions à côté, et puis vous voyez le risque arriver. Ça, c'est une illustration sur le gel, mais on va en parler sur d'autres. Et donc la question qui se posait, c'était dans cette filière locale, enfin ces filières même, euh, déjà comment les producteurs locaux, alors quand je dis producteurs, c'est on allait voir, il y avait beaucoup de professionnels, mais on ne séparait pas forcément de production agricole officielle, on va dire, et production d'amateurs dans l'enquête. Mais le but, c'était de les rencontrer, de voir déjà les dégâts qu'ils pouvaient observer actuellement, les risques auxquels ils faisaient face, comment ils les gèrent actuellement et comment ils voudraient les gérer dans le futur, comment ils les anticipaient déjà, parce qu'on a chacun sa perception différente du sujet. Et voilà comment ils voulaient s'adapter à ça dans le futur et évoluer. Donc c'est un échantillon en particulier. S'il y a des gens dans la salle qui ont des retours là-dessus, je serais intéressé derrière voir si ça corrobore ou si au contraire vous avez des retours différents. Mais le but c'est de voir voilà, leur stratégie d'adaptation au risque climatique. Pour faire un tableau très rapide des grands risques qui vont se poser sur l'arboriculture, y compris en Bretagne, parce qu'on est une région un peu plus préservée que le reste de la France, mais ça ne veut pas dire qu'on sera épargné. Euh, Grosso modo, le sujet qui nous occupait en 2021, auquel on pense un peu moins d'habitude, c'est la question du gel. On se dit, bon, changement climatique, réchauffement, donc a priori moins de problèmes de gel, et en fait, c'est pas forcément vrai, voire c'est presque l'inverse dans certains coins de France, un peu moins en Bretagne. Avec le changement climatique, il y a un peu deux effets. Un, des hivers plus chauds, plus doux en tout cas, qui font que certaines espèces ou certaines variétés n'ont pas leur besoin en froid pendant l'hiver, le besoin de vernalisation, qui font qu'ils n'arrivent pas à la floraison. Les abricots cette année, dans le sud de la France, il y en a un paquet qui ne sont pas en fleurs, donc il n'y a pas de production. Ça nous concerne un peu moins en Bretagne, ou en tout cas pas à une échéance proche. C'est un peu difficile à dire sur la fin du siècle. Un sujet qui nous concerne un petit peu plus, c'est la question du gel. Plus il fait chaud, hiver, début printemps, plus les floraisons, pour faire simple, vont arriver tôt dans l'année, parce que c'est une question de cumul de température depuis le début de l'année. Si elles arrivent un peu plus tôt, du fait du cumul de température, comme c'est un cumul, même un petit degré par-ci par-là, ben c'est un degré qui se multiplie qui se cumule pendant assez longtemps. Ça peut faire un décalage assez important. À l'époque, on avait fait une étude dans la zone justement du parc, qui a été confirmée depuis au niveau national, qui, selon le modèle climatique qu'on prenait, annonçait de une semaine, ce qui n'est pas majeur, à jusqu'à un mois, 15 jours, 3 semaines, un mois, d'avancée des floraisons. Donc, en gros, on passe de avril-mai, pour faire simple, à beaucoup plus tôt, selon la précocité des variétés. Qu'est-ce que ça fait? Le gel, lui, il va un petit peu diminuer, il y en aura un peu moins souvent, mais il ne va pas s'avancer de beaucoup. Il va s'avancer de quelques jours, les 5 glaces seront plus au 11 mai, mais seront peut-être au 1er ou au 5. L'un dans l'autre, ça fait que la période de floraison se recoupe de plus en plus avec les périodes de gel. Alors même s'il y en a un peu moins souvent, ça peut faire des années où il y a un énorme impact. Donc ça, c'est un premier sujet. Et la Bretagne est un petit peu plus préservée parce qu'on est une région un peu moins engelée. Je crois qu'au centre de Bretagne, c'est un peu moins le cas. Et les bords de mer sont un peu plus sauvegardés, mais malgré tout, on commence à voir le phénomène arriver. Un des deuxièmes facteurs auquel tout le monde pense, c'est la sécheresse. On l'a bien vu en 2022, même si sur le reste de la France, même si en Bretagne, c'était un peu plus tranquille. Il y a quand même, moi j'habite encore Nord, à Dinan, donc fin 2022 ou 2023, c'est que j'ai un trou. Le préfet a envoyé un petit courrier à tout le monde pour nous dire qu'on risquait peut-être de manquer d'eau potable. Alors, il y a eu d'autres phénomènes qui jouaient là-dedans, mais voilà, c'est un signal parmi d'autres pour dire qu'on ne sera pas préservé des problèmes de sécheresse, et donc, un, de sécheresse agricole, c'est-à-dire de manque d'eau dans les sols pour les arbres, et deux, pour ceux qui irriguent, ou qui voudraient irriguer, de manque d'eau et du coup de concurrence entre les usages plus forts,
des choix entre est-ce qu'on met plus d'eau pour l'agriculture et du coup il y en a moins pour d'autres usages, ce genre de choses. Et ce qui ressort un peu plus, enfin un peu plus discrètement, auquel on pense un peu moins, c'est la pression des ravageurs aussi, pour prendre les trois grands phénomènes. Beaucoup de producteurs m'ont dit à ce moment-là, donc 2021, qu'ils commençaient à observer une génération de plus sur typiquement le Carpocaps, qui est un ravageur classique en arboriculture, notamment en pommes, une génération de plus par an, et que d'autres ravageurs qui jusque-là n'impactaient pas leurs arbres, ou qu'une fois tous les quelques années, commençaient à impacter de plus en plus souvent. Ça, on y pense un peu moins. Et en fait, pour faire le tableau général rapide, entre ces trois risques et puis ce qu'il peut y avoir autour, tout ce qui est le changement de répartition des précipitations, c'est-à-dire plus depuis l'hiver, moins depuis l'été, et au global, soit quelque chose qui se maintient, soit quelque chose qui baisse, c'est encore difficile à dire selon les scénarios. Les aléas divers et variés, les extrêmes qui sont plus courants que d'habitude et de plus grande intensité, qui sont difficiles à prévoir contrairement aux moyennes et aux tendances. Tout ça, en fait, c'est pas forcément, y compris dans notre région, mais même sur le reste de la France. Le problème, c'est pas un de ces sujets qui viendrait faire une catastrophe complète et détruire tous les arbres, ça pourra arriver peut-être, mais c'est pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que si une année vous avez une attaque de ravageurs un peu plus importante, l'année d'après, plus de maladies parce que le début du printemps, au moment où il y a les fleurs, ou au moment où votre production commence à être un peu fragile par rapport à ça, c'est très humide et un peu chaud, hop, vous avez plein de champignons, etc. L'année d'après, il y a une grosse sécheresse pendant l'été qui réduit les calibre, des gros coups de vent au printemps qui font tomber les fleurs, etc., etc. Un coup de gel l'année d'après. Si chroniquement vous avez 15%, 20%, 30% de la production en moins, quand c'est pour une production amateur, bon, ça nous embête. Ça peut relativiser certains investissements qu'on peut faire, et je ne parle pas que financier, dans son verger, mais c'est un peu moins critique. Quand c'est de la production où il y a un enjeu économique, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et c'est le gros de la production, même si les vergers des particuliers comptent beaucoup dans la consommation nationale. Malgré tout, quand vous avez 30% de moins sur un rendement, pour le dire de manière très prosaïque, chroniquement, même si ce n'est pas la même cause, ou de manière très fréquente et relativement peu prévisible, ça met en danger, en tout cas, ou ça remet en cause un modèle que vous pouvez avoir, et sur lequel c'est pas toujours facile de s'adapter derrière, mais en gros, vous avez trois stratégies. Hein, soit vous résistez au risque, c'est-à-dire vous avez des arbres un peu plus résistants aux maladies, vous avez de la lutte active contre le gel, donc les bougies, hein, par exemple, de l'aspersion, une éolienne, etc. Vous avez de l'irrigation pendant l'été ou les périodes critiques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs en plein été. Donc vous faites en sorte de prendre le coup, mais d'y résister un peu mieux. Soit vous essayez de l'éviter. Vous avez un panel de floraison, des variétés plus ou moins précoces, plus ou moins tardives. Pour le gel, a priori, c'est plutôt du tardif, mais ça ne vaut pas toutes les années. Pour essayer de ne pas être là au moment où le coup arrive. Soit vous essayez d'avoir un modèle qui est plus résilient à la coupe, c'est-à-dire que vous avez par exemple plusieurs productions économiques, alors c'est pas simple, hein, mais un atelier d'élevage qui pâture sous les arbres, de la culture céréalière, pardon. Voilà, des poules avec des œufs sous le verger, de l'agritourisme, ça se fait de plus en plus, qui fait que vous avez plusieurs sources de revenus, et donc que l'année où vous perdez 30% sur la moitié de vos revenus, bon, bah, c'est pas 30% sur l'ensemble, et l'un dans l'autre, ça peut se lisser. Il faut se rendre compte, pour un amateur, une perte de 30% de rendement, c'est pas si grave. Bon, je vais faire un peu moins de site cette année, puis j'en ferai plus l'année prochaine, c'est pas grave. Mais lorsqu'on est en production pour en vivre, 30% de perte de rendement, c'est la faillite pratiquement, là, parce que les marges sont très faibles entre les coûts et les profits. Donc la marge est faible, et si on enlève 30% sur les profits, c'est fini, là, on est en déficit. Alors, c'est très relatif, le 30% de perte de rendement pour un amateur ou pour un professionnel qui doit en vivre et payer son amortissement, payer la banque, payer ses employés et tout et tout. Parce que ça ne diminue pas de 30%. Est-ce qu'il y a des stratégies de coupe-vent qui pourraient fonctionner pour protéger les tempêtes? On en a réduit pour moi un peu deux choses. C'est l'enracinement des arbres. Donc, si on est plus sur du petit, certes, ils font un peu plus voile, mais en général, ils se tiennent un peu mieux. Ceci dit, le pommier a quand même des racines traçantes, donc il n'est pas, c'est pas l'arbre le plus résistant aux tempêtes. Hein, c'est celui qui se couche en premier en général dans les fruitiers. On n'est pas sur du poirier ou un arbre champêtre qui a tendance à descendre.
Donc on ne peut pas s'ajuster plus que ça là-dessus. Et après, c'est la conception du verger, effectivement, c'est les talus et les haies. Et ça, bon, déjà, ça met du temps à pousser quand on commence à les installer. Et c'est pas magique non plus. Le mieux qu'on peut faire, c'est des haies avec plusieurs strates qui viennent en bordure du verger, notamment face au vent dominant, pour essayer de casser l'effet du vent sans faire un mur complet, parce qu'en fait derrière on a des turbulences et ça amplifie le phénomène un peu plus loin, mais qui viennent lisser un peu l'effet du vent. Le paradoxe parfois, c'est que par rapport au gel, selon les parcelles, si vous murez, entre guillemets, quelque chose d'un peu caricatural, hein, si vous murez votre parcelle de haies et que vous êtes sur un point bas, un point mal exposé qui du coup est un peu sensible au gel, potentiellement, selon le type de gel d'hiver, vous pouvez en fait enfermer le froid. Donc avoir un entre-deux, c'est pas toujours évident. À la fois avoir tous les rôles écologiques et compagnie des haies, les rôles contre les ravageurs, etc. Le côté brise-vent, et dans certains terrains, en fait, des effets négatifs sur d'autres protections. Moi, j'aurais voulu demander à Claude Juncker si, enfin bon, voilà, il a dû expérimenter aussi certaines variétés comme en Bretonne au Canada, pas tout à fait le même climat que chez nous. J'en ai qui réussissent bien. Oui, j'ai testé plusieurs variétés. Voilà. J'ai Quel type de Marie-Ménard, Kernérien, Bridge qui sent bien, qui va donner ses premières pommes cette année. Marie-Ménard aussi donne ses premières pommes cette année. Kernérien, j'en récolte chaque année, petit panier là, depuis quelques années. J'en ai comme ça qui se débrouillent assez bien, qui résistent au froid. D'autres qui, doucement, ça ne va pas du tout. C'est trop sensible au froid. Alors, j'ai fait beaucoup d'essais de variétés et françaises, bretonnes, anglaises. Quel type de climat, comment, parce que je ne sais pas où tu es. Enfin, Chez nous, il fait très froid l'hiver. Ouais, c'est continental, quoi. Oui, très froid l'hiver. On a des moins 25 généralement. Beaucoup de neige. Et une floraison tardive, parce que comme on a jusqu'à 1,50 m de neige au sol, c'est pratique pour la taille, remarquez. On se promène avec des raquettes, nous, là. On est déjà à 1,50 m au-dessus du sol, alors on peut aller tailler des arbres, ça va très bien. C'est très pratique pour ça. Mais par le temps que cette neige-là fonde, les arbres sont toujours dormants, tant qu'il y a de la neige au sol. Et lorsque la neige fond, là, ils démarrent tous en même temps. Alors, on n'a pas cette... chez vous, vous avez une floraison qui peut s'étendre très longtemps, entre les pommiers à floraison hâtive et les pommiers à floraison tardive. Vous pouvez avoir plus d'un mois de différence, hein, facilement. Chez nous, c'est une semaine. Parce qu'ils démarrent tous en même temps au moment où la neige cesse de fondre. Mais c'est très tard. Notre floraison, fin mai, début juin. Alors, il n'y a plus de gel à ce moment-là. Alors, on est à l'abri du gel du fait qu'on ait beaucoup de neige au sol et que la floraison soit bien tardive. Par contre, la saison pendant laquelle la pomme peut croître et venir à maturité est plus courte. Parce qu'évidemment, la floraison étant un mois plus tard, on a un mois de moins pour la maturation. Mais ça, les variétés s'adaptent différemment. On a des variétés, par exemple, Yarlington Mill, qui est une variété très populaire en Angleterre, et qui, là-bas, a une maturité très tardive. Chez nous, fin septembre, c'est prêt. Par quel phénomène, on ne sait pas. Mais tous les gens qui ont de la Yarlington Mill en Amérique du Nord ont noté ce fait qu'elle vient à maturité assez hâtivement, et que, malgré qu'en Angleterre, même si elle fleurit plus tôt et elle a une plus longue saison, elle vient à maturité plus tardivement. Alors, chaque variété va avoir ses propres caractéristiques. Ah oui, j'ai eu la peau de chien l'an dernier, les premières pommes de peau de chien. L'arbre va très bien, bien rustique, bien vigoureux, mais elle vient très tardivement. J'ai eu de la misère à la faire mûrir. Ici au Bridge, par exemple, j'ai hâte de voir parce qu'elle est supposée être un peu trop hâtive ici. Ça dépend des écoles, quoi, mais c'est souvent assez hâtif, quoi. Maintenant. On a gagné un mois en 30 ans. Ouais, c'est ça. Avant, c'était fin septembre, maintenant, c'est fin août. Et celle-là, c'est une pomme qui a vraiment changé avec le changement climatique, quoi. Parce
qui nous ennuie bien parce que c'était quand même une pomme utile ici. Ben là, ce qui va probablement devoir arriver en cidrerie, c'est que vous allez devoir réfrigérer votre chai pour les premières cuvées début septembre. S'il fait trop chaud, il va falloir réfrigérer parce que sinon, ça va partir en fou. Puis, vous ne pourrez plus contrôler votre fermentation. C'est même déjà souvent le cas. Il y a des producteurs chez la vie en 2021. Depuis, ils m'ont dit qu'ils commençaient à réfrigérer parce qu'effectivement, c'est plus contrôlable. En plus du problème à la récolte, la récolte arrive plus tôt. En plus, des fois, c'est un peu plus vieux. Donc, ça conserve moins vite. Donc, ils se retrouvent à courir à la récolte déjà que d'habitude, c'est un peu la course. Mais en plus, derrière, contrôler la transformation de tout ça, ou rien que le stockage, sans la réfrigération, ça devient Il faut réfrigérer le stockage, réfrigérer les salles de fermentation parce que les pommes vont mûrir trop tôt et on ne pourra plus attendre au mois de novembre quand il fait assez frais pour démarrer la fermentation. À moins qu'on renouvelle complètement le verger avec des nouvelles variétés qui viennent à maturité plus tardivement, comme par exemple les variétés en Espagne, à Sury, Pays Basque. Oui, on peut aller chercher des variétés qui sont déjà les plus tardives et essayer de les améliorer et sélectionner pour avoir du fruit de plus en plus tardif. Une question d'ordre général. On a entendu des problèmes avec le vent cette année, mais on s'est rendu compte que les pastiges, finalement, c'était peut-être un avantage par rapport à ça. Ils résistaient mieux chez nous, les pastiges au vent, que les aux tiges. Est-ce que, même pour les vergers qui sont chez vous très proches de la côte, c'est la même chose ou pas? Oui, globalement, les premiers qui tombent, c'est les hautes tiges. Après, c'est peut-être pas les plus jeunes non plus. Souvent, les bastiges, enfin, c'est des haies fruitières, c'est des haies assez hautes, mais elles sont parfois tenues aussi. Elles sont parfois tenues, ce qui fait qu'elles tiennent mieux. C'est plus facile à tenir le rang quand c'est plus bas que les hautes tiges. On ne va pas les tenir avec des câbles. Hein. Ils sont trop lourds. Hein. Ils emporteraient tout. C'est vrai qu'après, les vergers industriels, c'est beaucoup plus bas, beaucoup plus... Là, c'est tenu, quoi. Maintenant, Et puis comme c'est une rangée, le premier protège le second, c'est tout ça. Alors, ou bien ça fait l'effet de domino, puis ils tombent tous, ou bien reste plus debout. de toute façon, quand il y a une tempête, on a des couloirs de vent. Même moi, chez moi, j'ai remarqué que le chêne de mon voisin, il est resté parfaitement debout, pas abîmé ni quoi que ce soit. Et puis moi, à 10 mètres, même pas. Quand tout est passé, hein. Un tulipier, 2 chênes, tout est tombé. C'est le tulipier qui est tombé sur les autres, après, tout est parti. Enfin, les porte-greffes un peu plus hautes tiges, en tout cas un peu plus vigoureux, avaient tendance à s'enraciner un peu mieux. Mais on n'est pas sur une racine pivot non plus. Oui, je ne sais pas s'il y en aurait des nouveaux ou des peu utilisés actuellement qui seraient un peu plus Il y a adaptés. aussi une différence entre, moi, je crois, personnellement, que les porte-greffes de semis, par exemple les semis d'Antonovka, qui sont très utilisés chez nous au Québec parce que c'est extrêmement rustique, donc des semis de pommes d'origine russe. Et ça a tendance à faire une racine qui descend, ça. Un pivot et qui ça va assez profond. Et ça, ce sont des arbres qui sont vraiment très difficiles à renverser. Alors, par contre, les porte-greffes, même standards, qui sont par clonage, ont tendance à moins faire cette racine pivotante qui va en profondeur, mais à rester un peu plus en surface. Alors ça, il y a peut-être du travail à faire à ce niveau-là. Sur le poirier, en haute tige, on ne se contente pas de greffer sur un semis. C'est le montage, en tenant compte de l'intermédiaire, qui fait la qualité du fruit. Et non seulement qui fait la qualité du fruit, mais qui joue aussi sur le racinaire. Pour lui, c'est fondamental. Donc un poirier en 3 parties. Oui. Racine, intermédiaire, voilà. Et variété fruitière. De manière générale, je pense au cas des floraisons par exemple, avoir une stratégie où on part que sur du tardif ou que sur du précoce pour du tardif par exemple pour éviter le gel précoce. Si une année en fait vous avez du gel tardif parce qu'il y a un événement exceptionnel en mai ou ce genre de choses, le climat qu'on connaissait, on va dire de référence, il avait déjà changé, mais il y a 30 ans il n'existe plus. Celui actuel n'est pas le même que dans 10 ans. Donc en fait les référentiels qu'on avait, les données techniques, l'expérience qu'on pouvait avoir, celle d'avant est déjà plus tout à fait valide. Celle qu'on va acquérir maintenant sera déjà plus valide dans 10-15 ans, ou en tout cas commencera à dater. Et du coup, en fait, on a des pistes
sur voilà, vers quoi on peut aller chercher, qu'est-ce qui semble intéressant, mais on n'a pas les réponses. On ne les aura pas a priori, et ça changera peut-être dans 10 ou 15 ans, ou en tout cas ça aura commencé à évoluer. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'en fait on va chercher de la diversité, d'avoir soit dans une seule exploitation, dans un seul verger, un panel là-dedans, soit au global, entre toutes les productions, entre les porte-greffes qu'on va chercher, les variétés qu'on a, on ne trouvera pas le porte-greffe ou la variété magique qui marchera bien. Ou à la rigueur, on le trouvera pour une situation un peu spécifique, et peut-être que 10 ans après, ce ne sera plus vraiment le cas. Typiquement, d'avoir du MM106 en porte-greffe de partout, peut-être qu'il était très bien adapté à un moment et à un certain modèle, c'est une fragilité parce que le jour où il y a la maladie qui tombe bien sur le MM106, ou on est dans des conditions de sécheresse qui fait qu'il n'est pas assez vigoureux, il va chercher assez d'eau, ce genre de choses, devient fragile. Bah, au lieu d'avoir un pourcentage des productions qui sont soumises à ce risque, on en a la quasi-totalité. Et ça, de manière générale, c'est un problème. Et c'est là qu'on rentre dans les sujets de soit aller chercher des nouvelles variétés, soit conserver déjà celles qui existent, qui actuellement peut-être ne nous semblent pas très intéressantes, en tout cas avec nos critères actuels, qui peut-être dans 10, 15, 50 ans, 100 ans, là deviendront intéressantes en tant que telles, ou justement en croisement un peu ciblé, parce que le défaut de la sélection aléatoire du semis, c'est que bah, c'est aléatoire et vous avez 1%, 2%, 3% là-dedans qui est un peu intéressant. Donc c'est un peu long, et en même temps c'est là qu'on va chercher des choses assez diverses. Quand c'est un peu plus ciblé, on a un succès un peu plus intéressant, et en même temps c'est du travail aussi. Mais les deux démarches en fait se répondent bien. Le fait de garder des variétés qui actuellement, et quand je dis variété, c'est la partie fruit, c'est la partie tronc, c'est la partie racine, tout ça, ça compte. Et typiquement en porte-greffe, en fait, on utilise une diversité très très faible par rapport au nombre de variétés qu'il y a au-dessus. En intermédiaire, je ne sais pas trop, mais j'ai pas l'impression que ce soit si utilisé que ça et qu'il y en ait tant que ça non plus. Et c'est, entre guillemets, la clé dans ce type de stratégie. On ne met pas toutes ces pommes dans le même panier. On a une diversité suffisamment importante pour que, à la fois, c'est maîtrisable dans un verger de production typiquement, où il faut quand même avoir voilà, une production relativement régulière, on a certaines contraintes, et en même temps, on n'a pas que le même modèle partout, voire sur le même verger, sur la même exploitation, on n'a pas le même modèle partout. Pour que ça fasse le tri en fait au fur et à mesure. Les études on les fait empiriquement, faute de mieux, ou en tout cas c'est un peu guidé mais sans plus. On sait qu'a priori, on doit, sur le panel des possibles, on va aller plutôt dans ce faisceau-là, mais on ne sait pas quelle est la bonne réponse là-dedans. Et il n'y en a pas une, en fait, il y en a une pour votre situation à un moment donné, qui ne sera pas forcément la même chez le voisin, 20 km plus loin, ou dans 20 ans. Et on fait le tri là-dedans, au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on verra les modèles en fait, qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas bien. Malheureusement, on n'a pas la variété miracle.